Nous sommes en compagnie de Patrick Saint-Onge, fiscaliste chez Corriveau Saint-Onge. Bonjour, M. Saint-Onge. Bonjour. On va revenir sur des annonces qui ont été faites dans les 2 derniers budgets, tant le budget provincial que fédéral, concernant particulièrement les petites entreprises. Donc, des changements fiscaux qui ont un impact et pour les actionnaires et pour ces petites entreprises-là, que c'est peut-être passé inaperçu. Tout à fait. Nous, en tant que fiscalistes, annuellement, nos clients nous demandent est-ce que je dois me verser un dividende, est-ce que je dois me verser un salaire? Donc, on doit optimiser la situation là, du contribuable dans la mesure où la loi nous le permet. Et au cours des 2 derniers budgets, du moins depuis quelques budgets, on a vu que le gouvernement tente, du moins, à augmenter à quelques reprises le taux d'impôt sur les dividendes. Oui. Dans le dernier budget, on est encore venu augmenter le taux d'impôt pour cette forme de rémunération-là, du moins en modifiant quelques mesures. Donc, mais là, vous parlez, oui. C'est le dividende quand on est actionnaire ou le dividende quand on se fait payer un salaire en dividende plutôt quand... Est-ce que ça revient au même? Parce que pour un propriétaire de petite entreprise, il y a tout le temps le choix. On peut oui. se rémunérer soit sous forme de salaire ou sous forme de dividende ou un mix des deux. Donc, c'est une planification qui se fait annuellement. On essaie de déterminer qu'est-ce qu'il va aller chercher. Est-ce qu'il veut contribuer à des REER? Est-ce qu'il veut cotiser au RRQ parce qu'il peut avoir certains avantages financiers? Ou dans d'autres cas, ça va être le dividende à 100 %. Donc, par le passé, le revenu de dividende, ça venait de soi. Donc, quand on parle avant 2013, on versait un dividende, on était sûr à tout coup oui, qu'on était pour payer moins d'impôts. Est venu le budget de l'automne 2012 du gouvernement du Québec qui est venu augmenter un peu le taux d'impôt sur le dividende. On avait eu un grand débat au cours de l'automne. Est-ce qu'on devait augmenter le taux d'imposition du gain en capital? Finalement, ils sont arrivés avec la fameuse contribution santé. Puis, par la porte en arrière, ils étaient venus augmenter un petit peu le taux d'impôt sur le dividende. Arrive le budget 2013, ils font encore des modifications. Là où ça devient de plus en plus important, c'est qu'avec le budget 2015 qu'on a eu, le gouvernement du Québec a décidé de recentrer certaines mesures, notamment la déduction pour petites entreprises. C'est quoi ça, la déduction pour petites entreprises? C'est sur les premiers 500 000 $ de profit d'une entité, oui. Au Québec, ils ont le droit à une déduction d'impôt de 3,9 %. Donc, le taux de base est à 11,9 %. On le ramène à 8 %. Donc, c'est quand même une économie d'impôt qui est importante. Il y avait certaines critiques, si on veut, là, dans la communauté, notamment en raison que les professionnels, les médecins se sont incorporés. On retrouve beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de salariés. Selon certaines statistiques, il y aurait 75 000 entreprises au Québec qui auraient moins de 4 employés. Il y en aurait une quarantaine qui auraient 0 employé. Donc, le gouvernement a regardé ça. Ce qui veut dire que tous ces gens-là sont payés sous forme de dividende. Donc, ils n'apparaissent pas comme employés, exact. Ne reçoivent pas un salaire, ne paient pas donc la RRQ, etc., mais ont plus d'argent dans leur poche année après année parce que c'est plus avantageux le dividende pour le moment. Jusqu'à présent, oui. C'était définitivement plus avantageux. D'accord. Donc, là, ils ont décidé de recentrer ça, donc la fameuse déduction de petites entreprises. On dit, mais là, c'est seulement les entreprises du secteur primaire, donc on parle d'agriculture, de pêche, de chasse, et les entreprises manufacturières qui vont y avoir droit, et les entreprises qui ont plus de 3 employés, donc 4 employés et plus. Donc, c'est eux qui vont pouvoir en bénéficier. Donc, pour les entreprises, c'est nos 75 000 entreprises, donc ça devient une hausse d'impôt de 3,9 %. Donc ça, c'était relativement important. Donc on va voir un peu plus tard qu'est-ce que ça donne comme conséquence financière. Oui, la contribution santé. Ouais, là, on a mis notre contribution santé. Donc ça, on y était tous un peu assujettis. Donc on l'a baissé 2017-2018 entre 125 $ et 800 $. Et pour 2019 et 2020, on la ramène entre 80 et 600 $, tout le temps en fonction du revenu qui va être gagné. Et puis pour nos entreprises qui ont moins de 4 employés, puis il y avait un certain débat, là, puis c'était avec la commission Godbout que ça a été, du moins, eux, la commission Godbout, ils ont recommandé que la réduction de taux soit donnée aussi aux entreprises de moins de 4 employés. Donc, on va faire passer la cotisation au fonds de santé de 2,7 % à 2,25 % sur les prochaines années. Donc, la cotisation au fonds de santé, c'est une cotisation qui est prélevée sur le salaire qui est payé à un employé. Donc, quand on fait le choix dividende-salaire, donc dans l'équation, on doit considérer qu'on va avoir ce montant-là à payer. Exact. D'accord. Arrive par la suite le budget du fédéral. Le budget du fédéral, si je fais un pas en arrière, donc pendant tout le budget du Québec, on a tout le temps parlé de baisse d'impôts. Donc, on a baissé les impôts de façon généralisée. Donc, c'est le message qu'on voulait lancer, puis on a reparlé d'un petit recentrage. Arrive le budget du fédéral, donc là, on parle de baisse d'impôts, donc qui sont progressives sur plusieurs années. On fait passer le taux pour les PME, donc de 11 %, un taux qui est un peu moins. Donc, et puis, on vient modifier aussi le régime de taux d'impôt des dividendes. Donc,
Pourquoi c'est important? C'est que on vit dans un système fiscal où l'impôt qui est payé par la société, c'est un peu un prépaiement d'impôt pour l'actionnaire. Donc, on pourrait ne pas prélever d'impôt dans la société et tout simplement faire le fardeau fiscal serait à 100 dans les mains de l'actionnaire. Mais on ne vit pas là-dedans. Donc, le gouvernement a décidé de prélever un impôt dans la société et lorsqu'il y a un dividende qui est versé, mais l'impôt qui a été payé par la société, il est un peu remboursé à l'actionnaire. Donc, il n'y a pas d'impôt qui est payé deux fois. Donc, on appelle ça l'intégration fiscale. Donc, c'est pour ça que le régime crédit d'impôt pour dividende est très, très important. Donc là, dans le budget du fédéral, on est venu jouer avec cette mécanique-là. Donc, on a un autre élément important. Donc, il est un peu moins avantageux qu'il ne l'était. Le crédit d'impôt, est-ce que c'est ça? On va le voir avec mes chiffres, là, mais à la fin de la journée, oui, au fédéral, effectivement, on a réduit le taux d'impôt parce que, étant donné que la société va payer moins d'impôts, donc forcément, le crédit va réduire. Je comprends. Donc, avec toute cette manœuvre-là... Pour équilibrer le tout, si la société paie moins d'impôts, les actionnaires en assument un peu plus. Exact. Donc là, on devrait penser que... Mais le message qu'on lance, c'est qu'on paie moins d'impôts. Exact, tout toujours. Donc, avec ces deux budgets-là, on devrait se dire, mais là, on paye moins d'impôts, forcément, l'actionnaire va en payer un peu plus, comme vous dites, mais on devrait arriver à peu près où on était en 2013-2014. D'accord. On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, c'est pour ça qu'on doit être aux aguets. Donc, ça, c'est notre nouvelle table d'impôt qui a été annoncée. Donc, pour le fédéral, on passe d'un taux de 11 %. Donc, on l'a réduit progressivement de 0,5 % jusqu'à 2019. Donc, on voit qu'on va se retrouver à 9 % pour une entreprise qui est au fédéral. Et au Québec, on passe de 8 % en 2015. En 2016, on a une année de grâce parce que là, on a un impôt qui diminue au fédéral de 0,5 %. Le taux demeure stable à 8 % parce que les augmentations d'impôts au Québec, du moins le fait que la société perd sa déduction de petite entreprise, mais ça survient seulement en 2017. Donc, on passe d'un taux de 19 à 18,5 puis par la suite, on augmente à 21,8 et puis on finit à 20,5 en 2020. Donc, grosso modo, là, quand on compare 2015 à 2020, donc toujours selon ce qui est annoncé. Donc, notre entreprise qui a moins de 4 employés va se retrouver avec un fardeau fiscal accru de 1,5 %. 1,5 %. Donc, c'est 19 % en 2015 et on passe en 2020, 5 ans plus tard, à 20,5 %. Et donc, c'est 1,5 % d'augmentation. Exact. Si notre système d'intégration fiscale fonctionnait, donc en perfection, donc l'augmentation de 1,5 % du taux d'impôt corporatif devrait être filée par le biais d'une augmentation du crédit d'impôt dans les mains de l'actionnaire. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est ce qui fait qu'on a un impôt qui est supplémentaire. Donc, à la suite de ces budgets-là, donc on a sorti notre calculatrice et on a essayé de déterminer qu'est-ce que ça donnait en frais d'augmentation d'impôt pour l'actionnaire. Donc, si on regarde plutôt la section du bas du tableau, quand on compare les taux actuels pour 2015 avec les taux annoncés pour les prochaines années, donc ce qui surprend, c'est que quand on regarde la fourchette du bas, là, on se rend compte qu'en 2015, on a une augmentation de taux d'impôt de 2,75 puis plus les années avancent, plus le taux d'impôt augmente. Donc, toujours selon notre logique, on se dit, mais là, oui, on devrait en supporter un peu plus, mais ces augmentations-là, surtout quand on regarde 4 %, c'est beaucoup plus que ce qui devrait être normal, que du moins. Exactement. Donc, puis quand on regarde toutes les tranches, tous les différents paliers, on se retrouve toujours avec des bonnes augmentations, 2 % à 3 % pour le palier en haut de 80 000. Pour ceux qui gagnent entre 80 et 100 000, l'augmentation peut-être un peu moins, mais on se retrouve encore avec 2 %. Donc, 4 %, 2 % d'impôts, il n'y a personne qui en a parlé, du moins ça a passé inaperçu. Il y a peut-être des gens qui vont faire un saut, du moins pour 2014, nous, quand on a préparé les déclarations de revenus, déjà on a senti que les gens étaient surpris du résultat. Donc, pour les prochaines années, il va y avoir des surprises. On fait une courte pause. Oui. On poursuit tout de suite après ceci. Restez là. De retour en compagnie de Patrick Saint-Onge, fiscaliste chez Corriveau Saint-Onge. Monsieur Saint-Onge, juste avant la pause, on a vraiment eu la preuve que les changements fiscaux en ce qui a trait au traitement du dividende
ont été en fait désavantageux pour les actionnaires qui sont payés sous forme de dividendes. On a vu que les entreprises, grosso modo, en 2020, vont peut-être avoir un allègement fiscal d'environ 1,5 %, mais selon les tranches de revenus de dividendes, les actionnaires vont en payer beaucoup plus que ce 1,5 %-là. On n'a pas transféré de façon égale là, pour que ça arrive juste. Ce fardeau fiscal-là, là, ça varie de 1,9 % à 4,07 % de plus d'impôts à payer. Pour quelqu'un qui serait mineur sous forme de 100% de dividende. Puis ça, c'est tous des chiffres qui sont faits pour une entreprise qui a moins de 4 employés. Oui, donc, des petites entreprises. Exact. Donc, on focus là-dessus, puis je ferai un commentaire tantôt. Vous avez fait la comparaison aussi, donc, à partir de quand doit-on se payer en salaire ou en dividende? Parce qu'on comprend que ça devient peut-être moins avantageux que ce ne l'était avant d'avoir une rémunération sous forme de dividende. Oui, on va le voir dans une prochaine étape. Le grand coupable de cette augmentation d'impôt, c'est le fameux crédit d'impôt pour dividende. Donc, on voit que en 2013, une société payait un impôt de 11 et puis l'actionnaire bénéficiait d'un crédit d'impôt de 13,33 %. Donc là, l'actionnaire était avantagé. Donc, le budget du fédéral est venu couper cet avantage-là. Donc, on voit pour les années 2015 à 2020 que le calcul est bien fait dans la loi. Donc, on donne un crédit qui est égal à l'impôt qui est payé par la société. Donc, l'intégration fonctionne. Au Québec, ce n'est pas le cas. Donc, on voit 2013, 8 % d'impôts payés par la société, crédit d'impôt de 8 %, donc l'intégration est là. Arrive 2014-2015, où on a réduit un petit peu le crédit, 7,05, donc un désavantage de 0,95. Puis avec la mesure qui est annoncée dans le budget de 2015, on vient augmenter le taux d'impôt à 11,8 en 2017, mais on garde le crédit d'impôt à 7,05. Donc là, on vient d'augmenter de 4,75 % l'impôt de notre actionnaire. Donc ça s'explique vraiment par cet écart-là entre le taux d'imposition puis le crédit qui est moins avantageux qu'il ne l'était. Puis par le fait que l'impôt des sociétés au fédéral est moins élevé. Donc, la conjonction de ces deux éléments-là vous donne des augmentations. Donc, ce que vous mettez là, intégration fiscale, point d'interrogation, c'est que ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ça n'existe plus maintenant. Ça ne fonctionne plus. Exact. Bon. Évidemment, on vise, dans le fond, on vise à aller chercher. Ça représente combien pour le gouvernement, le savez-vous? Cet argent-là, est-ce qu'on a une estimation de. C'est estimé à 570 millions. Là. Donc, tout ce jeu-là, c'est par le ministre des Finances. Là, donc. Puis ce qui est encore plus surprenant, là, on a parlé de toutes sortes de taux, là, mais si on prend le palier supérieur, donc quelqu'un qui décidait de se rémunérer à 100 % sous forme de dividende versus quelqu'un d'autre qui se tirait un revenu de salaire, là, sans considérer les charges sociales pour cet acétate-là, mais on se retrouve avec un taux qui dépasse 50 %. Donc, on l'était un petit peu en 2013, on était à 50,22 donc on était à la frontière, 40,97 pour le salaire, donc l'écart était relativement faible, on pouvait vivre avec. Mais plus les années passent, on se rend compte que là, le taux d'impôt, on arrive à 52,67 en 2020, on a même 53,35 en 2017. Donc, on a dépassé le seuil psychologique là, de 50 % pour les revenus de dividendes. Donc, c'est pour ça que c'est pas toujours... Ça peut... Du moins, il faut le considérer à toutes les années, la façon qu'une personne va se rémunérer. Donc, faites quelques simulations. Donc là, ici, on regarde une simulation d'une personne qui gagnerait 75 000 $ et qui serait confrontée à faire le choix entre le salaire et le dividende. Quel résultat on obtient? Donc, en 2013, pour le 75 000 $ que cette personne-là encaissait, donc, il en restait 52 567 net dans ses poches. Donc, s'il y avait un dividende, il en restait un petit peu plus que 48 000 s'il y avait un salaire. Donc, il y avait un avantage de près 4 500 $ à y aller sous forme de dividende. Donc, avec toutes nos modifications, quand on regarde en 2020, si on passe aux différentes hypothèses, donc je n'ai pas indexé la table de taux d'impôt. J'ai considéré que c'était un célibataire, donc il n'y avait pas d'enfant, pas de déduction. On a simplifié ça. On a simplifié ça au maximum, donc selon tout ce qui est annoncé. Donc en 2020, on regarde notre revenu de dividende. On parle qu'il en reste 50 000 $ net dans ses poches versus à peu près 48 750. Donc il y a encore un léger avantage pour le dividende. Là, on parle à peu près 1 250 $. Mais cet individu-là de 75 000, avec toutes ces modifications-là, on est venu y chercher, selon ce qui est annoncé, 2 471 $ par année dans ses poches. C'est quand même, ça paraît, surtout quelqu'un qui gagne 75 000, 2 471 $. Et dans le fond, d'être payé en dividende, ça demeure plus avantageux, mais en même temps, quand on est payé en dividende, on ne contribue pas à la RRQ. Donc, cet argent-là, normalement,
en principe, en tout cas, dans mon esprit à moi, si c'est plus avantageux, l'argent que tu as supplémentaire, tu l'investis dans un REER, tu vas l'épargner parce qu'il faut que tu assumes toi-même ta retraite. Exact. Alors là, on perd 2500 qu'on ne peut pas utiliser pour peut-être compenser le fait qu'on ne contribue pas à la RRQ, par exemple. Parce que vous avez raison. Quand on fait cette analyse-là, il faut, oui, regarder combien il nous reste dans nos poches, mais après ça, il faut aussi intégrer l'élément RRQ, combien notre cotisation va nous rapporter dans le futur. Donc ça, c'est la première partie de l'analyse. Mais du moins, le résultat nous donne 2471. Presque 2500 $. Si on regarde pour quelqu'un qui gagne 150 000, donc en 2013, il y avait un avantage à se rémunérer sous forme de dividende. Il restait 91 000 à peu près dans ses poches versus 87 500 s'il était sous forme de dividende. Donc, on avait un avantage de 3 500 $. Si on regarde avec tous les changements, en 2020, mais c'est rendu le salaire qui est plus avantageux. Donc, on parle de 80 000. On a un avantage d'environ 500 $ pour le salaire. Donc, dans ce cas-là, on est venu chercher à peu près 2 800 $ dans les poches. Et c'est toujours, en salaire, c'est toujours compte tenu des paiements qu'on va avoir à faire. Tout. RRQ, toutes les charges sociales, le fonds de santé. Donc, ça ici, c'est des exemples qui comprennent tous les éléments de la fiscalité de l'actionnaire. Très bien. Un autre élément qui peut être intéressant, il y a beaucoup de gens qui planifient leur rémunération en fonction du fait qu'avec le crédit d'impôt, mais lorsqu'on se verse un dividende, il y a un impôt qui est payable, on réclame le crédit d'impôt. Donc, dans certains cas, on pouvait ne pas avoir d'impôt à verser parce que le dividende venait combler l'impôt de l'actionnaire. Donc, quand on regarde en 2013, au fédéral, un actionnaire pouvait se verser un dividende de 43 000 $. Donc, puis il n'y aurait pas d'impôt à payer. On parlait de 22 390 $ au Québec sans qu'il y ait d'impact fiscal. Avec toutes nos modifications, donc quand on regarde en 2020, donc tu as 43 000 fonds à 27 000 $ à peu près. Donc, ça devrait paraître là, pour plusieurs actionnaires là, qui prévoyaient se verser seulement un dividende. Donc, on parle ici d'un 1100 $ d'impôt de plus. On ne parle pas non plus d'un revenu là, qui est faramineux, là, 27 000 $, mais c'est quand même, on a un 1100 $ de plus à payer. Là. OK. Peut-être avant de tirer la conclusion, parce que là, ici, je parlais d'entreprises avec plus que 4 employés. Donc, mais si on fait le même exercice pour une entreprise qui a plus que 4 employés, toutes les pénalités qu'on a vues là, n'existent pas. Parce que, du moins, la pénalité est beaucoup moins élevée parce que le crédit d'impôt est à 7,05 et l'impôt de la compagnie est à 8 %. Donc, on a une pénalité de 0,95. C'est évident qu'au fédéral, on a moins d'impôts à payer. Il y a un petit peu plus d'impôts à payer pour notre actionnaire, mais overall, tantôt, on voyait qu'on avait un dividende qui était taxé à peu près à 53 versus 50 %, mais on avait quand même un écart de vrai 3 %, mais là, l'écart est de vrai 0,62 % pour les entreprises qui ont plus que 4 employés. Donc, ça fait beaucoup moins mal avoir 3 employés et plus. Ça, j'imagine que vous, dans le fond, les clients qui sont dans les petites entreprises, on n'a pas vu ça passer. Il faut vraiment avoir un fiscaliste qui va nous aiguiller là-dessus parce qu'on va se retrouver à faire son prochain rapport d'impôt si on le fait soi-même avec une mauvaise surprise. Là. Ce genre de questions-là, d'un, ça ne se planifie pas vraiment avec le rapport d'impôt. Habituellement, c'est du travail qu'on va faire au mois de novembre-décembre. Donc, le client va venir nous voir, il nous expose sa situation, il y a peut-être des choses qui ont changé. On va prendre en compte toutes les modifications. Donc, novembre-décembre, si son année fiscale commence le 1er janvier, là, à la fin de l'année fiscale pour prévoir la prochaine année fiscale, quand est-ce qu'on décide justement de la façon dont on... Parce qu'un dividende, c'est en fonction de l'année civile. Donc, même si vous avez un exercice là, qui finit oui, c'est vrai, c'est son salaire personnel. Oui. Donc, on doit émettre un feuillet T5 avant la fin de février. Donc, c'est vraiment au mois de... À la limite, des fois, on va peut-être étirer un peu jusqu'au mois de janvier, mais la planification de l'actionnaire va se passer vraiment là. Donc, toutes ces décisions-là, dépendamment des revenus, les revenus qu'il a eu, les revenus qu'il a tirés de son entreprise, là, on va choisir la meilleure formule. Exact. Donc, avec tous ces beaux calculs-là, on va déterminer comment on peut faire pour en mettre le plus possible dans ses poches. Donc, on constate qu'il y a une augmentation constante du dividende. C'est une tendance qu'on a depuis 2012, donc il faut avoir ça à l'esprit. Le dividende n'est peut-être plus vraiment la rémunération de choix, donc ça devient du cas par cas. On a vu que notre individu de 75 000, il y avait un certain intérêt. Pour les autres, il y en a un peu moins. Puis donc, il y a plusieurs considérations. Évidemment, le fractionnement revenu va peut-être être une option intéressante pour essayer d'alléger le fardeau, mais on comprend qu'il faut revoir sa façon de faire. Merci beaucoup. Patrick Saint-Onge, c'est tout le temps qu'on a. Merci.